Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique au cours de laquelle nous allons continuer à explorer les arcanes de Zomorot. Alors j'étais revenu la dernière fois sur les éléments concernant la magie. Aujourd'hui je vais vous parler d'autres concepts qui sont tout aussi importants si on veut rester dans la couleur de la Sword and Sorcery. Alors je veux parler bien sûr des peuples et des classes de personnages autorisés. Comme je vous l'ai expliqué, je vais faire jouer cette campagne des arcanes de Zomorot, motorisée par Pathfinder première version, et donc je vais enlever toutes les races qui ne concernent pas les humains. Je vais garder des humains, mais par contre, je vais, par rapport à mon univers, par rapport à Zomorot, j'ai créé une vingtaine de peuples avec, pour chacun de ces peuples, des particularités et également des traits qui auront une incidence sur les mécaniques de jeu. Alors, je tiens à dire que pour moi, le plus important à cette étape, c'est vraiment d'essayer de donner une couleur. Je vais essayer d'équilibrer les choses, mais je vais pas du tout me mettre dans la peau d'un joueur et chercher à voir comment je pourrais optimiser en choisissant tel peuple qui va avoir peut-être un bonus pour l'équitation, afin d'en faire un chevalier monté. Je n'ai pas raisonné du tout comme ça. Ça, de toute façon, on n'échappe pas aux joueurs qui auront envie de minimaxer leur personnage. Ça peut même faire partie de l'intérêt pour certains joueurs, donc je veux pas les brider là-dessus. Par contre, je vais attirer leur attention sur le fait que c'est plutôt une couleur ici qu'on va aller chercher. Tel peuple va s'habiller d'une certaine façon, avoir développé tel type de culture, etc. Encore une fois, je reste sur quelque chose d'assez succinct. Je ne vais pas enquiller une trentaine de pages pour expliquer chacun des peuples. En fait, j'ai fait quelque chose d'assez court, avec une rapide description, une situation géographique pour savoir où vivait ce peuple à l'origine, même si à l'époque où va démarrer la campagne, beaucoup de peuples ont fait des migrations et sont un peu mélangés un peu partout sur les territoires. Et puis, je vais expliquer les traits pour chacun des peuples. Alors je vais pas les passer ici tous en revue. J'en ai fait une vingtaine parce que je sais qu'il y a quelques peuples qui seront pas trop jouables, notamment, et ça je vous incite à le faire, vous pouvez puiser un petit peu dans tous les décors de Sword and Sorcery que vous connaissez. Vous regardez Beast and Barbarians, vous regardez Barbarians of Lemuria, vous regardez un peu les peuples, vous vous en inspirez, World of Xoth dont je vous ai déjà parlé, et puis avec ça vous faites quelque chose qui colle à votre univers si vous avez envie de développer vous-même votre univers. Bon, si vous faites un copier-coller d'un univers existant, prenez directement les peuples qui existent dans cet univers, vous gagnerez du temps, quitte à retoucher une ou deux petites choses. Alors, ça va avoir une incidence également sur les caractéristiques, puisque certains peuples ont des ajustements, de la même façon qu'on retrouve dans la version, j'allais dire, normale de Pathfinder. Si vous prenez un nain, vous avez, je crois, un +2 en constite. Là, certains peuples auront un petit bonus en constite, d'autres auront un bonus en dextérité, d'autres n'auront pas de bonus sur leurs caractéristiques, mais par contre, auront des bonus sur certaines de leurs compétences, etc., etc. Essayez de faire quelque chose varié, amusez-vous et essayez surtout de rattacher ce que vous mettez avec votre univers. Car finalement, au-delà des mécaniques, je pense que c'est vraiment ça qu'il est intéressant de faire à cette étape-ci. Ensuite, dans un deuxième temps, comme je vous l'ai expliqué, Pathfinder, surtout dans sa première itération, propose énormément de races. C'est même, ça en devient presque indigeste si on joue avec l'ensemble du corpus de règles. C'est pas toujours cohérent si vous commencez à mettre des kinétistes avec des samouraïs, etc. Ouh là là, ça devient vite quelque chose d'énorme. Donc moi j'ai voulu recentrer un petit peu en utilisant certaines classes et uniquement certaines classes. Alors je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que ça donne. En termes de classe. Encore une fois, c'est plus, voyez-le plus comme un exemple, mais je vous invite à faire votre sauce. S'il y a des classes que moi j'ai peut-être écartées, que vous allez avoir envie de jouer, là vraiment voilà, c'est à chacun l'idée, c'est de faire quelque chose qui convienne à l'univers qu'on veut créer,
tout en restant dans la couleur. Alors, au niveau des classes, on va retrouver les bardes, avec, j'ai défini, là je vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera un peu fastidieux dans cette vidéo, mais j'ai défini dans le guide des joueurs avancés, le nom, les archétypes en fait qui sont autorisés. Le clerc donc c'est un cas à part, il est remplacé par le cultiste. Le cultiste étant un mélange avec certains éléments qui sont pris directement des avantages qui sont donnés à mesure que le personnage grimpe les échelons du culte pour lequel, dans lequel il se trouve, et puis la base du personnage va être celle de l'oracle. Ensuite, les druides. Alors les druides sont assez rares, mais je les ai laissés. C'est vrai que je trouve que ça colle tout à fait au trope du jeu. Les guerriers, donc j'ai précisé les archétypes que je souhaitais donner. Il n'y a pas de paladin, mais par contre, ce qui s'en approche peut-être le plus, c'est les chevaliers, à savoir des combattants montés. Voilà, qui ne sont pas nécessairement au service du bien, ils vont plutôt raisonner par rapport à une vassalité. On peut très bien trouver des cavaliers qui sont des vassaux de personnages finalement peu recommandables. Le moine également, puisqu'il y a une partie des terres de l'Est qui va avoir ce type de personnage. On peut envisager même que des personnages venant d'autres peuples ont pu aller étudier dans certains monastères. Le rôdeur. La petite particularité, c'est lorsqu'il va choisir un ennemi juré, s'il choisit un humain, il va falloir qu'il précise quel peuple. Parmi les 20 peuples que vous avez créés. Le rôdeur, j'ai précisé les archétypes. Petite précision également, on utilisera la version du rôdeur qui est dans Pathfinder Unchained, où ils ont un petit peu boosté le voleur qui était peut-être un peu en dessous dans sa version de base. J'ai précisé donc les archétypes. Le barbare, là encore, j'utiliserai la version Unchained. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais pour le moine également. Là, c'est surtout parce que en fait, tout ce qui va concerner les règles concernant sa rage, le calcul est facilité. C'est beaucoup plus simple que le +2 en constité, en force, qui demandait toujours une petite gymnastique aux joueurs. Là, c'est traité différemment. J'ai précisé les archétypes. Le cultiste, donc là j'ai précisé en fait la classe en entier. Je me suis inspiré d'ailleurs de World of Thoth pour cette classe-ci. Le samouraï, mais il sera uniquement réservé au peuple des kanji dans mon univers, qui sont des peuples orientaux. La sorcière, qui va avoir un petit changement par rapport à Pathfinder, où il y avait beaucoup de pactes avec un patron. Moi j'ai choisi qu'en fait, au lieu de connaître son patron, le personnage pourra choisir n'importe quel sort bonus parmi les listes clerc, magicien ou druide, en ayant enlevé bien sûr tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente concernant la magie. Le sort doit juste correspondre en termes de niveau, et bien sûr, quand un de vos joueurs vous fait une proposition, c'est au MJ du jeu de trancher. Est-ce que je peux prendre ce sort? Oui, non, pourquoi? En expliquant encore une fois, à chaque fois à vos joueurs, qu'il ne s'agit pas de quelque chose de punitif, mais vraiment quelque chose pour essayer d'être plus à même de respecter la simulation qu'on veut obtenir au cours de la campagne. La classe de sorcier, là encore, qui est une classe créée, que j'ai repris dans World of Thoth, et la classe de nomade, qui est un petit peu entre le rôdeur et on va dire, entre le rôdeur et le voleur. Quelque chose comme ça, avec un petit côté, une petite couleur un peu plus orientale, et bien sûr, le rôdeur. Voilà. Je crois que je vous l'avais déjà dit, le rôdeur. Voici pour les classes. Donc là, ça commence déjà à vous préciser un petit peu dans quel type d'univers on va évoluer, et la couleur est posée. Et déjà, si en fermant le jeu comme ça, alors d'un côté, on pourrait le voir comme quelque chose de négatif, dire, c'est quand même dommage, on va pas avoir du tout de magicien, de choses comme ça. Alors oui,
c'est dommage, mais il faut pas le voir comme ça. Oui, c'est surtout une façon d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant, encore une fois, en termes d'univers et de simulation. D'ailleurs, dernière petite précision concernant la classe de sorcier, étant donné qu'il n'y a plus de classe de clerc, même s'il y a encore des cultes qui fonctionnent avec des prêtres et des archiprêtres, la classe de sorcier, la limite, la frontière est un peu difficile à percevoir entre les magiciens, les chamans selon le peuple et éventuellement les prêtres ou les soigneurs, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose encore d'un peu particulier qui va nous aider à rester dans cette couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.